Chers amis, bienvenue sur notre chaîne consacrée à l'actualité africaine authentique et aux analyses approfondies des événements qui façonnent notre continent. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une situation explosive qui secoue le Burkina Faso et captive l'attention de toute l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré, le plus jeune président du continent, fait face à des complots secrets qui menacent directement sa vie et la stabilité de son pays. 400 soldats déployés autour du palais présidentiel, des tentatives de déstabilisation orchestrées depuis l'ombre, et maintenant un plan B activé pour contrer ces menaces invisibles. Que se passe-t-il réellement dans les couloirs du pouvoir à Ouagadougou? Quelle force obscure tente de renverser ce leader panafricaniste qui dérange les intérêts néocoloniaux? Si vous voulez comprendre les enjeux véritables de cette crise sahélienne qui dépasse largement les frontières burkinabè, n'oubliez pas de laisser un like dès maintenant et de vous abonner à notre chaîne en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes exclusives. Restez avec nous pour découvrir les révélations choquantes sur cette guerre secrète qui se déroule au Burkina Faso. Le déploiement massif de 400 soldats autour du palais présidentiel témoigne d'une réalité brutale que traverse actuellement le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. Cette mobilisation militaire sans précédent illustre la gravité des menaces qui pèsent sur les institutions de ce pays sahélien confronté simultanément au terrorisme djihadiste et aux tensions internes. Les services de renseignement ont détecté plusieurs tentatives de déstabilisation orchestrées depuis l'intérieur même des cercles proches du pouvoir, révélant une fragilité structurelle héritée des décennies précédentes. La vigilance permanente imposée au personnel de sécurité présidentielle transforme chaque journée en exercice de haute surveillance où aucun détail ne peut être négligé. Les procédures d'identification biométrique renforcées, les systèmes de communication cryptés et les rotations imprévisibles des équipes constituent désormais la norme dans cet environnement hypersensible. Cette architecture sécuritaire reflète également une méfiance justifiée envers certains éléments des forces armées traditionnelles qui pourraient être compromis par des influences extérieures. L'histoire récente du Burkina Faso demeure marquée par plusieurs coups d'État successifs, créant une culture politique où la légitimité se conquiert autant qu'elle se construit démocratiquement. Les complots secrets identifiés par les services de contre-espionnage burkinabè révèlent une dimension internationale préoccupante dans les tentatives de renversement du capitaine Traoré. Plusieurs réseaux dormants activés par des puissances étrangères cherchent à exploiter les divisions ethniques et les frustrations économiques pour déstabiliser le régime actuel. Ces manœuvres s'appuient sur des méthodes sophistiquées incluant la désinformation numérique, le financement occulte de groupes d'opposition radicaux et l'infiltration progressive des institutions étatiques clés. Les investigations menées ont permis d'arrêter plusieurs individus occupant des postes stratégiques dans l'administration, démontrant que la menace ne provient pas uniquement des groupes armés opérant dans les zones rurales. La collaboration avec les services de renseignement maliens et nigériens s'avère cruciale pour démanteler ces réseaux transnationaux qui exploitent la porosité des frontières sahéliennes. Chaque arrestation révèle de nouvelles ramifications d'un complot aux dimensions régionales visant à empêcher l'émergence d'un leadership panafricaniste indépendant. Le timing de ces opérations de déstabilisation coïncide souvent avec les moments où Ibrahim Traoré annonce des réformes économiques défavorables aux intérêts néocoloniaux dans le secteur minier. Le plan B, activé par Ibrahim Traoré, constitue une réponse stratégique multidimensionnelle face à l'intensification des pressions internes et externes sur son gouvernement de transition. Cette stratégie alternative repose sur trois piliers fondamentaux: la diversification des partenariats internationaux, la mobilisation populaire authentique et l'accélération des réformes structurelles dans les secteurs vitaux. Contrairement aux approches conventionnelles privilégiant l'attentisme diplomatique, Traoré opte pour une posture proactive où chaque menace identifiée déclenche une réponse institutionnelle calibrée et visible. La création de comités citoyens de vigilance dans chaque province permet d'établir un réseau d'alerte précoce qui complète efficacement les dispositifs militaires classiques. Ces structures participatives transforment les populations locales en acteurs directs de leur propre sécurité, réduisant ainsi la dépendance exclusive envers les forces armées formelles. L'innovation majeure réside dans l'intégration des technologies numériques pour coordonner ces différents échelons de surveillance territoriale sans compromettre la sécurité opérationnelle. Cette approche holistique reconnaît que la stabilité durable ne peut émerger uniquement des baïonnettes, mais nécessite l'adhésion consciente des citoyens ordinaires. La rotation systématique des officiers supérieurs dans les commandements régionaux représente une mesure préventive essentielle pour éviter la consolidation de fiefs militaires susceptibles de nourrir des ambitions putschistes. Cette politique bouleverse les habitudes établies où certains généraux contrôlaient pendant des années les mêmes zones géographiques, tissant des réseaux clientélistes difficiles à démanteler. En imposant des mutations régulières et imprévisibles, Ibrahim Traoré brise ces dynamiques de fidélisation personnelle qui transformaient des unités militaires en instruments politiques privés. Chaque nouveau commandant régional reçoit des directives claires centrées exclusivement sur l'efficacité opérationnelle plutôt que sur l'accumulation de pouvoir personnel. Les critères d'évaluation privilégient désormais les résultats concrets dans la lutte contre le terrorisme et la protection des populations civiles.
Cette professionnalisation progressive de l'armée burkinabé exige également des formations continues adaptées aux nouvelles formes de conflits asymétriques caractérisant le Sahel contemporain. Les résistances internes à ces changements demeurent significatives parmi les officiers formés selon les anciennes doctrines militaires héritées de l'époque coloniale. L'audit complet des ressources minières initié sous l'impulsion présidentielle constitue probablement la réforme la plus sensible et potentiellement explosive du programme de Traoré. Cette investigation systématique vise à établir la traçabilité complète de l'exploitation aurifère qui génère annuellement plusieurs milliards de francs CFA largement détournés vers des circuits opaques. Les premières conclusions révèlent des écarts colossaux entre les volumes officiellement déclarés et les estimations réalistes basées sur les capacités d'extraction observées. Plusieurs entreprises multinationales bénéficiant de contrats léonins signés sous les régimes précédents se retrouvent désormais contraintes de renégocier leurs accords dans des conditions plus équitables. Cette démarche provoque naturellement des tensions diplomatiques avec certains pays occidentaux dont les sociétés minières perdent leurs privilèges exorbitants. La détermination de Traoré à récupérer la pleine souveraineté sur ses richesses naturelles s'inscrit dans une vision panafricaniste assumée inspirée des héros historiques comme Thomas Sankara. Les revenus supplémentaires captés grâce à cette transparence accrue doivent financer prioritairement les services publics essentiels négligés pendant des décennies. Les communications sécurisées représentent un enjeu stratégique majeur dans un contexte où les écoutes électroniques et le piratage informatique constituent des menaces permanentes pesant sur la confidentialité gouvernementale. L'acquisition de systèmes de cryptage avancés auprès de partenaires non occidentaux permet de protéger les échanges sensibles contre les intrusions des services de renseignement étrangers. Cette indépendance technologique dans le domaine des télécommunications sécurisées marque une rupture symbolique avec la dépendance historique envers les infrastructures contrôlées par les anciennes puissances coloniales. Chaque membre du cabinet présidentiel et des états-majors militaires dispose désormais d'équipements certifiés empêchant toute interception non autorisée de leurs conversations. Les protocoles stricts imposent également l'utilisation exclusive de ces canaux sécurisés pour toutes les discussions impliquant des informations classifiées ou stratégiques. Cette vigilance numérique s'étend également aux réseaux sociaux où des campagnes de désinformation coordonnées tentent régulièrement de discréditer l'action gouvernementale. La formation du personnel aux bonnes pratiques cybernétiques devient progressivement un élément standard de la culture administrative burkinabé. La consolidation de la souveraineté nationale passe nécessairement par la réappropriation complète du contrôle territorial actuellement contesté par divers groupes armés terroristes dans plusieurs régions. Cette reconquête géographique exige une stratégie militaire patiente combinant des opérations offensives ciblées et des initiatives de développement local destinées à gagner la confiance des populations rurales. Les succès enregistrés dans certaines provinces démontrent l'efficacité de cette approche intégrée où les soldats ne se contentent pas de combattre mais participent également aux projets d'infrastructures communautaires. La réouverture progressive des écoles et des centres de santé dans les zones libérées constitue un indicateur tangible du retour effectif de l'autorité étatique. Cette présence multidimensionnelle de l'État contraste avec les décennies précédentes où l'administration centrale restait largement absente des périphéries rurales. Les cérémonies de levée du drapeau national organisées dans chaque village reconquis revêtent une dimension symbolique puissante qui renforce le sentiment d'appartenance à une communauté nationale unifiée. Ces moments rituels reconstituent progressivement le tissu social déchiré par des années de violence et d'abandon institutionnel. Les alliances régionales forgées avec le Mali et le Niger à travers la création de l'Alliance des États du Sahel représentent un tournant géopolitique majeur modifiant profondément les équilibres de pouvoir en Afrique de l'Ouest. Cette coopération tripartite dépasse largement le cadre sécuritaire pour englober des dimensions économiques, diplomatiques et culturelles visant à construire un bloc cohérent d'États souverains. Les exercices militaires conjoints régulièrement organisés améliorent l'interopérabilité des forces armées nationales face aux menaces terroristes qui ne respectent aucune frontière administrative. La mutualisation des renseignements permet d'anticiper les mouvements des groupes djihadistes qui exploitaient auparavant les zones grises entre juridictions nationales. Cette solidarité pratique illustre une volonté politique commune de reprendre le contrôle de leur destin collectif sans tutelle extérieure permanente. Les sommets présidentiels réguliers entre Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani établissent une plateforme de concertation rapide pour coordonner les réponses aux crises émergentes. Cette architecture institutionnelle naissante préfigure peut-être une confédération sahélienne plus ambitieuse à moyen terme. La gouvernance proactive adoptée par Ibrahim Traoré se caractérise par une communication directe régulière avec les citoyens burkinabés à travers des allocutions télévisées franches évitant le langage technocratique inaccessible. Cette transparence relative sur les défis affrontés par le pays contraste avec l'opacité traditionnelle des régimes militaires où l'information demeurait strictement contrôlée. En reconnaissant ouvertement les difficultés persistantes dans certains secteurs tout en célébrant les victoires obtenues ailleurs, Traoré construit une crédibilité populaire fondée sur l'honnêteté perçue. Les tournées présidentielles dans les régions affectées par l'insécurité démontrent un courage personnel qui renforce son image de leader engagé partageant les risques de ses concitoyens.
Ces déplacements sur le terrain permettent également d'évaluer directement l'efficacité des programmes gouvernementaux sans filtre bureaucratique déformant. La jeunesse du président constitue paradoxalement un atout dans une société où la majorité de la population a moins de 25 ans et aspire à un renouvellement générationnel des élites. Cette connexion générationnelle facilite une compréhension intuitive des aspirations populaires exprimées notamment à travers les réseaux sociaux numériques. La transformation des menaces en opportunités constitue peut-être la caractéristique la plus remarquable du leadership exercé par Ibrahim Traoré dans ces circonstances exceptionnellement difficiles. Chaque tentative de déstabilisation identifiée et déjouée devient l'occasion de renforcer les mécanismes institutionnels de contrôle et de résilience étatique. Les complots découverts justifient publiquement les mesures de vigilance renforcées qui pourraient autrement apparaître disproportionnées ou autoritaires. Cette pédagogie permanente auprès des populations explique les raisons sécuritaires derrière certaines restrictions temporaires des libertés individuelles. La capacité à maintenir simultanément la fermeté sécuritaire et l'ouverture démocratique représente un équilibre délicat que peu de régimes de transition parviennent à préserver durablement. Les élections promises pour restaurer un ordre constitutionnel civil demeurent un horizon crédible à condition que les conditions minimales de sécurité soient d'abord rétablies. Cette promesse électorale différée mais maintenue distingue fondamentalement Traoré des putschistes classiques cherchant uniquement à perpétuer leur pouvoir personnel indéfiniment. La restructuration du secteur minier burkinabé constitue l'axe central de la stratégie économique déployée pour garantir un développement autocentré bénéficiant prioritairement aux populations locales plutôt qu'aux actionnaires étrangers. Cette transformation radicale bouleverse un système extractif hérité directement de la période coloniale où les richesses souterraines alimentaient exclusivement les économies métropolitaines européennes. Les nouvelles législations imposent désormais aux compagnies minières des quotas obligatoires d'approvisionnement local, d'emploi national et de transformation sur place des minerais extraits. Ces exigences contractuelles visent à maximiser la valeur ajoutée captée à l'intérieur des frontières nationales plutôt que d'exporter systématiquement des matières premières brutes. La création de raffineries d'or étatiques permet progressivement de commercialiser directement des lingots certifiés sur les marchés internationaux sans intermédiation prédatrice. Cette intégration verticale de la filière aurifère génère des emplois qualifiés et développe un savoir-faire technique stratégique pour l'indépendance économique future. Les résistances juridiques et diplomatiques orchestrées par les multinationales lésées se heurtent à une détermination politique inflexible soutenue par une opinion publique massivement favorable. La renégociation des accords commerciaux asymétriques signés sous la pression des institutions financières internationales représente un chantier colossal nécessitant une expertise juridique pointue rarement disponible dans l'administration burkinabé. Les clauses léonines découvertes dans certains contrats révèlent des mécanismes sophistiqués de captation des bénéfices qui transformaient le Burkina Faso en simple territoire d'exploitation sans retombées significatives. Les taux de redevances minières pratiqués s'avéraient scandaleusement inférieurs aux standards internationaux observés dans des pays comparables dotés de gouvernements plus assertifs. Cette spoliation légalisée perpétuait une pauvreté structurelle malgré l'abondance des ressources naturelles enfouies dans le sous-sol national. Les équipes de juristes recrutées pour auditer ces accords identifient systématiquement des clauses abusives violant même les législations nationales théoriquement en vigueur. Cette documentation rigoureuse des irrégularités contractuelles fournit les arguments juridiques nécessaires pour imposer des renégociations équitables sous peine d'annulation pure et simple. Les tribunaux internationaux d'arbitrage deviennent paradoxalement des arènes où le Burkina Faso défend désormais énergiquement ses intérêts plutôt que d'accepter passivement les verdicts défavorables. La diversification des partenariats économiques vers des pays émergents offrant des conditions plus respectueuses de la souveraineté nationale modifie progressivement la géographie commerciale traditionnelle du Burkina Faso. Les investissements chinois, turcs, russes et arabes proposent généralement des modalités de coopération plus équilibrées incluant des transferts technologiques substantiels et des formations de cadres locaux. Ces alternatives crédibles aux partenaires historiques occidentaux confèrent au gouvernement burkinabé un pouvoir de négociation considérablement accru dans toutes ses relations bilatérales. La multiplication des options diplomatiques empêche qu'un seul pays ou bloc régional exerce un monopole d'influence pouvant se transformer en tutelle néocoloniale. Cette stratégie de diversification s'applique également aux sources de financement des projets d'infrastructure où les prêts concessionnels chinois complètent désormais les financements traditionnels de la Banque mondiale. Les conditions attachées à ces différentes sources de capitaux varient significativement, permettant de sélectionner les arrangements les plus favorables pour chaque projet spécifique. Cette compétition entre bailleurs de fonds bénéficie directement au Burkina Faso qui négocie depuis une position renforcée comparée aux décennies précédentes. Le développement de l'agriculture vivrière comme priorité stratégique vise à garantir l'autosuffisance alimentaire tout en réduisant la vulnérabilité au choc des marchés internationaux des matières premières agricoles. Cette réorientation productive contraste avec les décennies précédentes dominées par les cultures de rente destinées exclusivement à l'exportation selon les besoins des économies industrialisées. Les subventions massives accordées aux petits producteurs locaux pour l'achat d'engrais,
de semences améliorées et d'équipements mécanisés transforment progressivement les rendements agricoles dans les régions sécurisées. Les programmes d'irrigation financés sur fonds publics libèrent les agriculteurs de la dépendance exclusive aux précipitations saisonnières, souvent erratiques dans le contexte du changement climatique. Cette révolution agricole silencieuse reconstruit patiemment la souveraineté alimentaire, compromise par des décennies de politiques néolibérales imposées par les créanciers internationaux. Les marchés locaux approvisionnés en produits nationaux diversifiés témoignent concrètement de ces transformations structurelles encore fragiles mais prometteuses. La valorisation culturelle des productions locales face aux importations alimentaires subventionnées constitue également un enjeu identitaire crucial pour reconquérir la fierté collective burkinabé. La politique fiscale progressiste introduite par le gouvernement de transition cherche à établir une justice redistributive élémentaire dans une société caractérisée par des inégalités croissantes depuis plusieurs décennies. Les nouvelles tranches d'imposition ciblent spécifiquement les hauts revenus et les grandes fortunes accumulées souvent par des moyens illicites durant les régimes corrompus antérieurs. Cette fiscalité assumée rencontre naturellement l'hostilité féroce des élites économiques habituées à l'impunité fiscale garantie par leurs connexions politiques privilégiées. Les menaces de fuite des capitaux et de délocalisation des entreprises brandies par les milieux d'affaires se heurtent à des contrôles renforcés sur les mouvements de fonds suspects. La lutte contre l'évasion fiscale organisée systématiquement par les grandes entreprises devient une priorité symbolique, démontrant que les règles s'appliquent désormais à tout sans exception clientéliste. Les recettes fiscales supplémentaires collectées grâce à ces mesures coercitives financent directement les programmes sociaux destinés aux populations les plus vulnérables. Cette équation politique simple, où les privilégiés contribuent davantage pour soutenir les déshérités, construit une légitimité populaire robuste pour le régime de transition. L'industrialisation locale encouragée à travers des incitations ciblées et des protections tarifaires temporaires vise à transformer progressivement l'économie burkinabé exportatrice de matières premières brutes en productrice de biens manufacturés à valeur ajoutée. Cette ambition industrielle nécessite des investissements massifs dans les infrastructures énergétiques, routières et de télécommunications actuellement défaillantes dans la plupart des régions. Les partenariats publics-privés structurent le financement de ces projets d'envergure dépassant les capacités budgétaires limitées de l'État burkinabé. Les zones économiques spéciales créées près des principaux centres urbains offrent des conditions attractives pour les entrepreneurs nationaux et étrangers acceptant de respecter les normes sociales et environnementales établies. Cette industrialisation contrôlée évite de reproduire les erreurs des pays ayant sacrifié leur environnement et leurs travailleurs sur l'autel d'une croissance économique prédatrice. Les secteurs prioritaires identifiés incluent la transformation agroalimentaire, le textile, l'assemblage électronique et la production pharmaceutique répondant aux besoins régionaux sahéliens. Cette stratégie industrielle ambitieuse confronte néanmoins des obstacles structurels considérables incluant le déficit de main-d'œuvre qualifiée et l'insuffisance des capitaux d'investissement disponibles. La réforme bancaire engagée pour démocratiser l'accès au crédit productif constitue un levier essentiel de l'inclusion économique des populations rurales et des jeunes entrepreneurs urbains marginalisés. Les institutions financières traditionnelles concentraient historiquement leurs services sur une clientèle aisée urbaine représentant une infime minorité de la population totale. Cette exclusion bancaire systémique perpétuait les inégalités en privant les initiatives entrepreneuriales populaires des financements nécessaires à leur développement. Les nouvelles régulations imposent aux banques commerciales des quotas minimaux de prêts destinés aux petites entreprises, aux agriculteurs et aux coopératives villageoises. La création de fonds de garantie publique sécurise partiellement ces prêts jugés trop risqués selon les critères conservateurs des banquiers conventionnels. Les microcrédits distribués à travers des réseaux coopératifs décentralisés permettent à des milliers de femmes d'initier des activités génératrices de revenus transformant concrètement leurs conditions d'existence. Cette démocratisation financière progressive reconstruit un tissu économique inclusif où chaque citoyen disposant d'un projet viable peut accéder aux ressources nécessaires pour le concrétiser. La transparence budgétaire instaurée à travers la publication détaillée des dépenses publiques représente une rupture radicale avec l'opacité comptable qui facilitait la corruption endémique des administrations précédentes. Cette accessibilité informationnelle permet aux citoyens ordinaires, aux journalistes d'investigation et aux organisations de la société civile d'exercer un contrôle démocratique effectif sur l'utilisation des deniers publics. Les audits réguliers conduits par des cabinets internationaux indépendants certifient la conformité des procédures financières gouvernementales aux standards internationaux de gestion publique. Cette rigueur comptable rassure également les partenaires financiers bilatéraux et multilatéraux cherchant des garanties contre les détournements systématiques caractérisant certains États africains. Les fonctionnaires corrompus identifiés par ces mécanismes de surveillance renforcés subissent désormais des sanctions disciplinaires et pénales effectives plutôt que les mutations cosmétiques d'autrefois. Cette culture de redevabilité s'impose progressivement dans toutes les institutions publiques, transformant les mentalités administratives héritées de décennies de mauvaise gouvernance. Les résistances bureaucratiques demeurent néanmoins puissantes parmi les réseaux clientélistes dont les privilèges sont directement menacés par cette transparence contraignante.
La monétisation de l'économie informelle, représentant plus de 70% de l'activité économique totale, constitue un défi considérable pour élargir l'assiette fiscale et intégrer ces acteurs dans les circuits formels. Cette informalité généralisée résulte historiquement de l'incapacité étatique à offrir des services publics proportionnés aux prélèvements fiscaux exigés des contribuables. Les nouvelles politiques cherchent à inverser cette logique en démontrant que la formalisation génère des bénéfices tangibles incluant l'accès au crédit bancaire, à la sécurité sociale et au marché public. Les procédures administratives simplifiées pour l'enregistrement des entreprises réduisent drastiquement les coûts et les délais dissuasifs qui maintenaient les entrepreneurs dans l'informalité par nécessité pratique. Les incitations fiscales temporaires encouragent les transitions volontaires vers le secteur formel sans brutalité coercitive contre des populations déjà économiquement fragiles. Cette approche pragmatique reconnaît que l'informalité constitue souvent une stratégie de survie rationnelle plutôt qu'un choix délibéré de frauder le fisc. Les résultats progressifs observés dans certains secteurs d'activité démontrent la viabilité de cette stratégie patiente privilégiant l'incitation à la répression systématique. La politique énergétique ambitieuse visant l'autonomie électrique nationale à travers les énergies renouvelables solaires et éoliennes représente simultanément un impératif écologique et une nécessité économique stratégique. La dépendance actuelle aux importations d'hydrocarbures grève considérablement la balance commerciale burkinabé tout en fragilisant l'approvisionnement énergétique soumis aux fluctuations géopolitiques internationales. Les investissements massifs dans les fermes solaires exploitent intelligemment l'ensoleillement exceptionnel caractérisant le Sahel tout au long de l'année civile. Cette transition énergétique crée également des emplois locaux qualifiés dans l'installation, la maintenance et la gestion de ces infrastructures technologiques modernes. L'électrification rurale accélérée à travers des mini-réseaux décentralisés transforme les conditions de vie villageoises en permettant le développement d'activités économiques nocturnes et l'accès aux technologies numériques. Cette révolution énergétique silencieuse modifie profondément les possibilités de développement des zones périphériques historiquement négligées par les grands réseaux centralisés. Les partenariats technologiques avec des pays maîtrisant ces technologies renouvelables accélèrent le déploiement tout en garantissant des transferts de compétences substantiels vers les ingénieurs burkinabés. La reconstruction du tissu social déchiré par des années de violences terroristes, de divisions ethniques instrumentalisées et de méfiance généralisée envers les institutions étatiques constitue probablement le défi le plus complexe affronté par le gouvernement de transition. Cette cicatrisation collective nécessite des initiatives multidimensionnelles dépassant largement les approches sécuritaires militaires pour inclure des dimensions psychosociales, culturelles et économiques restauratrices du vivre ensemble. Les traumatismes accumulés par les populations des régions affectées par les attaques djihadistes répétées exigent un accompagnement thérapeutique spécialisé rarement disponible dans les structures sanitaires burkinabées chroniquement sous-équipées. La formation accélérée de psychologues et de travailleurs sociaux capables d'intervenir dans ces contextes post-traumatiques devient une priorité sanitaire publique reconnue tardivement. Les cérémonies traditionnelles de purification et de réconciliation organisées selon les coutumes ancestrales complètent efficacement les approches thérapeutiques modernes en mobilisant les ressources culturelles locales. Cette synergie entre savoirs traditionnels et pratiques contemporaines illustre une démarche pragmatique refusant l'opposition stérile entre modernité et tradition. Les espaces de parole communautaires facilitent l'expression cathartique des souffrances vécues tout en tissant progressivement des solidarités nouvelles transcendant les clivages préexistants. Les politiques de réconciliation nationale initiées incluent des mécanismes de justice transitionnelle inspirés des expériences internationales comparables dans des sociétés post-conflictuelles similaires. Cette justice réparatrice privilégie la vérité, la reconnaissance des torts et la réparation symbolique plutôt que la vengeance punitive perpétuant les cycles de violence intercommunautaire. Les commissions vérité établies dans plusieurs régions recueillent méthodiquement les témoignages des victimes, des bourreaux repentis et des témoins silencieux des atrocités commises. Cette documentation rigoureuse établit une mémoire collective partagée empêchant les négationnismes futurs et les réécritures manipulatrices de l'histoire récente. Les audiences publiques diffusées nationalement sensibilisent l'ensemble des Burkinabés aux souffrances endurées dans les zones périphériques, souvent ignorées par les populations urbaines privilégiées. Cette pédagogie nationale de l'empathie reconstruit progressivement une conscience citoyenne inclusive reconnaissant l'égale dignité de tous les compatriotes indépendamment de leurs origines ethniques ou géographiques. Les réparations matérielles accordées aux victimes des violences terroristes et étatiques reconnaissent symboliquement la responsabilité collective dans ces tragédies évitables. L'éducation civique renforcée dans les programmes scolaires vise à former une nouvelle génération de citoyens conscients de leurs droits et devoirs dans une république démocratique refondée sur des valeurs partagées. Cette formation civique dépasse largement l'apprentissage formel des institutions pour inclure des compétences pratiques de résolution pacifique des conflits, de participation citoyenne active et de résistance aux manipulations identitaires. Les enseignants spécialement formés à ces pédagogies participatives transforment leur classe en laboratoire démocratique où les élèves expérimentent concrètement les principes républicains abstraits.
Cette socialisation politique précoce construit des habitus démocratiques robustes résistant aux tentations autoritaires et aux discours populistes simplificateurs. Les clubs citoyens scolaires organisent des débats contradictoires sur les enjeux nationaux développant l'esprit critique et la tolérance des opinions divergentes. Cette éducation à la controverse raisonnée prépare les futurs adultes à participer constructivement aux délibérations collectives sans recourir à la violence comme mode d'expression politique. Les partenariats avec les organisations internationales spécialisées dans l'éducation à la paix enrichissent les contenus pédagogiques de méthodologies éprouvées internationalement. La promotion des langues nationales dans l'administration publique et l'enseignement fondamental répond simultanément à un impératif démocratique d'accessibilité institutionnelle et à une revendication identitaire légitime des populations non francophones. Cette reconnaissance linguistique plurielle contraste avec l'hégémonie historique du français hérité de la colonisation et perpétuée comme marqueur de distinction sociale élitiste. Les traductions systématiques des documents administratifs officiels dans les principales langues locales permettent à chaque citoyen de comprendre directement les décisions étatiques les concernant sans dépendre d'intermédiaires potentiellement abusifs. Cette démocratisation linguistique facilite également la participation politique effective des populations rurales traditionnellement exclues des débats publics conduits exclusivement en français. Les émissions radiophoniques gouvernementales diffusées simultanément dans une dizaine de langues nationales garantissent une information équitable accessible à tous indépendamment du niveau d'instruction formelle. Cette politique linguistique inclusive reconstruit une citoyenneté authentiquement nationale, transcendant les barrières éducatives et culturelles artificiellement maintenues. Les résistances élitistes persistent néanmoins parmi les classes urbaines privilégiées, percevant cette démocratisation linguistique comme une menace contre leur capital symbolique distinctif fondé sur la maîtrise du français académique. Cette opposition conservatrice mobilise des arguments fallacieux sur l'unité nationale prétendument menacée par le pluralisme linguistique, occultant délibérément que l'exclusion linguistique constitue précisément le facteur de fragmentation sociale le plus puissant. Les débats passionnés sur cette question révèlent les tensions profondes traversant la société burkinabé entre modernisation occidentalisante et enracinement culturel authentique. La position gouvernementale affirme clairement que le bilinguisme enrichit les compétences individuelles plutôt qu'il ne dilue l'identité nationale, comme le prétendent les nostalgiques de l'assimilation coloniale. Les investissements conséquents dans la production de manuels scolaires multilingues et la formation des enseignants capables d'enseigner dans les langues locales démontrent la détermination politique soutenant cette réforme structurelle. Les résultats préliminaires dans les écoles expérimentales montrent des améliorations significatives des performances d'apprentissage lorsque les enfants étudient initialement dans leur langue maternelle avant de transiter progressivement vers le français. Cette évidence pédagogique valide scientifiquement une intuition partagée par toutes les communautés linguistiques marginalisées depuis des décennies. Les initiatives de développement communautaire participatif transforment les populations locales en acteurs directs de leur propre développement plutôt qu'en bénéficiaires passifs de programmes verticaux conçus sans consultation préalable. Cette approche ascendante reconnaît que les communautés villageoises possèdent une connaissance intime de leurs besoins prioritaires et des solutions adaptées à leur contexte spécifique. Les comités villageois de développement élus démocratiquement gèrent désormais directement les budgets alloués par l'État central pour réaliser les projets identifiés collectivement comme essentiels. Cette décentralisation budgétaire responsabilise les populations tout en renforçant la transparence par le contrôle social direct exercé par les pairs sur l'utilisation des fonds publics. Les projets typiquement financés incluent la construction de forages pour l'eau potable, l'érection d'écoles communautaires, l'aménagement de pistes rurales et la création de greniers collectifs sécurisant les réserves alimentaires. Cette autonomisation progressive des communautés périphériques reconstruit leur confiance dans les institutions étatiques longtemps perçues comme prédatrices et extractives plutôt que protectrices et redistributives. Les succès accumulés dans les villages pionniers inspirent progressivement les communautés voisines à adopter ces mécanismes participatifs, générant un effet d'entraînement régional. La valorisation culturelle des expressions artistiques traditionnelles et contemporaines contribue puissamment à la reconstruction identitaire collective nécessaire après les traumatismes subis durant les années de violence. Les festivals nationaux organisés régulièrement dans différentes régions célèbrent la diversité culturelle burkinabé tout en soulignant les valeurs communes unissant toutes les ethnies dans une destinée nationale partagée. Les griots traditionnels détenteurs de la mémoire orale ancestrale reçoivent une reconnaissance officielle et des subventions publiques garantissant la transmission intergénérationnelle de ces patrimoines immatériels inestimables. Les musiciens contemporains fusionnant les rythmes traditionnels avec les sonorités modernes incarnent cette synthèse créative entre héritage et innovation caractérisant la vitalité culturelle burkinabé. Les arts visuels incluant la peinture, la sculpture et l'artisanat bénéficient également de politiques de promotion commerciale facilitant l'accès aux marchés nationaux et internationaux pour les créateurs locaux. Cette économie culturelle émergente génère des revenus substantiels tout en projetant une image positive du Burkina Faso contrastant avec les représentations médiatiques dominantes focalisées exclusivement sur la violence terroriste.
Les infrastructures culturelles réhabilitées dans les principales villes offrent des espaces de création, d'exposition et de performance stimulant l'effervescence artistique nationale. Le dialogue interreligieux institutionnalisé à travers des plateformes permanentes réunissant les leaders musulmans, chrétiens et animistes prévient les instrumentalisations confessionnelles susceptibles d'envenimer les tensions communautaires latentes. Cette coexistence pacifique entre traditions religieuses différentes constitue historiquement une caractéristique distinctive du Burkina Faso que les groupes terroristes tentent délibérément de détruire pour imposer leur version intolérante de l'islam. Les autorités religieuses collaborent activement avec le gouvernement pour déconstruire les discours radicaux circulant dans certaines mosquées périphériques infiltrées par des prédicateurs salafistes financés depuis l'étranger. Les prêches de vendredi font désormais l'objet d'une surveillance discrète visant à identifier les contenus extrémistes appelant à la violence contre les non-musulmans ou les musulmans jugés insuffisamment pieux. Cette régulation sensible du discours religieux respecte néanmoins la liberté de culte garantie constitutionnellement tout en protégeant la société contre les dérives sectaires dangereuses. Nous voici arrivés à la fin de cette analyse explosive sur la situation critique qu'affronte Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Comme vous avez pu le constater, les 400 soldats déployés ne sont que la partie visible d'une confrontation beaucoup plus profonde opposant la souveraineté africaine aux tentacules néocoloniales qui refusent de lâcher prise. Les complots secrets déjoués, le plan B activé et les réformes courageuses entreprises par ce jeune capitaine dessinent les contours d'une bataille décisive pour l'avenir non seulement du Burkina Faso mais de toute la région sahélienne. Nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour vos commentaires toujours aussi pertinents et enrichissants qui alimentent nos réflexions collectives sur ces questions cruciales. Vos analyses partagées dans l'espace commentaire constituent une véritable communauté de pensée panafricaine dont nous sommes extrêmement fiers. N'oubliez surtout pas de laisser un like si cette vidéo vous a apporté des informations que vous ne trouvez nulle part ailleurs dans les médias mainstream. Partagez massivement ce contenu avec vos proches, vos amis et sur vos réseaux sociaux pour que la vérité sur Ibrahim Traoré circule librement face à la désinformation organisée. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles révélations sur l'actualité africaine qui compte vraiment.